J'ai à présent le plaisir d'accueillir depuis Marrakech Mohamedi Rajdi Yacoubi, président du Cercle des fiscalistes du Maroc. Bonsoir Mohamedi Rajdi Yacoubi, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir Khadija, merci de m'avoir invité à votre émission. On commence par les recommandations du nouveau modèle de développement. Comment vous, en tant que fiscaliste, avez-vous accueilli ces recommandations, notamment sur le volet fiscal ? Il n'y a pas eu beaucoup de développement sur la partie fiscale, mais néanmoins, je pense qu'au niveau de la déclinaison fiscale, il faudrait aller un petit peu dans le sens des recommandations des dernières assises de la fiscalité et produire la loi cadre qui permet de programmer, je dirais, la stratégie fiscale sur le moyen terme, sur les 5 prochaines années. Et je pense qu'on doit réfléchir à aller surtout vers un élargissement de l'assiette fiscale. L'une des solutions, je dirais, pour un système fiscal réformé en profondeur, un système fiscal qui se veut moteur du nouveau modèle de développement et justement l'élargissement de cette assiette fiscale. Comment élargir l'assiette fiscale? Comment est-ce possible? Parce que c'est un chantier et c'est une ambition qui est portée depuis quelques années maintenant. Ce sont des propositions même du secteur privé. Mais comment aboutir à cette fin qu'est une assiette fiscale élargie au Maroc? Une assiette fiscale élargie passe nécessairement par l'intégration de l'informel. Mais déjà, je précise que cet élargissement, il est souhaitable parce qu'il permet d'en partager le fruit d'une façon équitable sous forme d'abord de baisse de l'IR, de baisse de l'IS. Et par ailleurs, les recettes additionnelles pourraient alimenter aussi bien le fonds de solidarité, il pourrait aussi consolider le budget de l'État. Et pour que le système national ne soit pas un frein de plus à la compétitivité et à la création de valeur et d'emplois, il est également nécessaire de consacrer le rôle de chaque type d'impôt en instituant une neutralité totale de la TVA, un IR progressif qui est corrélé aux capacités contributives de chacun et un IS qui est strictement adossé aux résultats économiques. Et l'une des dernières recommandations principales des dernières assises sur la fiscalité est de consacrer le rôle du revenu global ou de l'imposition sur le revenu global. Il faut essayer d'éviter, je dirais, tout ce qui est imposition cédulaire ou taux d'imposition libératoire, ce qui est le cas maintenant, aussi bien pour l'imposition des revenus locatifs, l'imposition de la plus-value sur la cession des valeurs mobilières, sur l'impôt sur le revenu sur les profits immobiliers. Donc ces impositions libératoires nous conduisent vers, je dirais, une inéquité fiscale qu'il faudrait proscrire. Et je recommande de réduire aussi la fiscalité locale à 2 ou 3 impôts au maximum, couvrant d'une part les taxes en lien avec l'habitation et d'autre part celles relevant de l'activité économique. Et pour une meilleure sécurité fiscale, il faut à mon avis produire une loi cadre de programmation à moyen terme. Et je dirais dans la même veine, il y a lieu aussi d'aller vers une fiscalité spécifique aux ménages, avec l'élargissement de la déductibilité aux personnes à charge, dont l'objectif est de soutenir le pouvoir d'achat de la classe moyenne. Dans la même lignée, les pouvoirs publics doivent élever les taux d'imposition et décourager l'investissement dans l'économie de rente. C'est ce qui permet de réorienter ce genre d'investissement. C'est ce qui est ressorti des recommandations du nouveau modèle de développement. Il y a cette notion, pour rester justement dans la fiscalité d'entreprise avec vous, Mohamedi Rajdi Yacoubi, la fiscalité compétitive, qu'est-ce que c'est? Une fiscalité compétitive, c'est une fiscalité qui va accompagner justement la croissance, qui va nous aider à aller vers une croissance qui est soutenue et qui est régulière. Le Maroc a depuis longtemps fait le choix de l'économie de marché et la concurrence loyale
Et cette économie de marché, en fait, est au cœur de notre économie depuis longtemps. Le meilleur est encouragé à gagner tout en respectant les règles fixées par l'État pour tous. Et l'État est un arbitre régulateur. Et à travers la fiscalité, l'intervention de l'État peut être plus ou moins neutre et impacter négativement ou positivement la compétitivité des entreprises. Au Maroc, l'obstacle principal, je dirais, au développement de la compétitivité réside dans, il faut le dire, dans l'économie de rente. La compétitivité dépend essentiellement, c'est vrai, des capacités internes de l'entreprise, mais il faudrait aller vers, je dirais, une fiscalité qui encourage plutôt la production et non pas la rente. Parce que dans cette situation, la concurrence ne peut être que biaisée. Au lieu de développer sa compétitivité, l'entreprise cherchera à développer des relations occultes pour pouvoir s'assurer sa place au soleil. Et l'État marocain a ainsi pendant longtemps eu recours au levier fiscal pour, je dirais, impulser les activités créatrices de richesse. Mais l'absence d'évaluation de politique publique ne permet guère d'apprécier l'impact effectif de ces mesures dérogatoires. À titre d'exemple, l'exonération agricole dont a bénéficié le secteur de l'agriculture pendant longtemps n'a guère permis au Maroc d'assurer une sécurité alimentaire, tout au moins dans les produits stratégiques tels que les céréales, le sucre, les oléagineux, les viandes ovines, bovines. Et je me réjouis de voir que les pouvoirs publics sont maintenant convaincus qu'il est nécessaire de revoir cette orientation. Reste le déploiement effectif sur le terrain de ces mesures. Puisque vous parlez de déploiement effectif, il y a aussi cette question, et vous l'évoquiez il y a quelques instants, par rapport à l'intégration de l'informel. Quelle est la clé pour l'intégration de l'informel dans le circuit de l'économie ? Il faut dire que le facteur limitatif de création de la valeur réside dans les pratiques déloyales des entreprises qui exercent partiellement ou totalement dans l'informel et surtout des entreprises d'une certaine taille. Parce que ces entreprises-là, ils n'obéissent pas, je dirais, aux obligations légales, fiscales, sociales. Et l'informel qui est organisé constitue une zone de non-droit où les règles ne s'appliquent pas et laisse place aux arrangements interpersonnels, aux pratiques de corruption. Il détruit de la valeur en générant de fortes distorsions économiques à travers la concurrence déloyale qu'il exerce sur le secteur formel et avec un manque à gagner qui est important sur le plan fiscal. L'informel, il est clair qu'il prive les employés aussi de toute protection sociale et pose dans certains cas de sérieux problèmes de santé publique par manque de conformité aux normes sanitaires. Quelle est la solution ? La solution, je pense que donc on la voit aussi dans le rapport de la Commission. La solution passe par l'intégration de l'informel, par une logique incitative, progressive et adaptée à la nature des acteurs. Concernant, je dirais, l'informel qui est organisé, l'application effective de la loi doit être assurée en mettant en place une mise en conformité qui est graduelle. Pour l'intégration de l'informel social, ce sont les petites activités de petits commerçants, artisans qui concernent plusieurs millions de Marocains. Je recommande plutôt de mettre en place un système de cartes professionnelles ouvrant des droits tels que l'accès à la formation professionnelle, des facilités administratives, fiscales, ainsi que l'accès à la couverture médicale et aux allocations familiales. Cette carotte sociale est importante pour ramener ces gens vers la formalité. Et je pense que la mise en place de la CPU, la contribution unique professionnelle, aussi le fait de donner une carotte sociale aussi aux auto-entrepreneurs, ce sont deux mesures qui sont importantes. Maintenant, il faut travailler à les marketer pour ramener plus de monde vers la formalité. Quels seraient les autres freins à l'opérationnalisation des recommandations de la Commission spéciale sur le modèle de développement ? En l'occurrence, en termes de fiscalité toujours, on est avec vous, président du Cercle des fiscalistes du Maroc. Je dirais, grosso modo, le travail qui a été fait est un travail, il faut le reconnaître, de bonne facture. Et quand on regarde en fait les axes stratégiques, tant sur le plan fiscal que les autres recommandations qui touchent les aspects économiques et autres, je pense que ce sont des buts qui ont un horizon temporel plus ou moins lointain,
avec les déclinaisons politiques, sociales, économiques, fiscales ou autres, il faut prendre en compte l'évolution très rapide des environnements. Parce que nous sommes dans des marchés globalisés, il devient impossible d'anticiper suffisamment le futur. Et ça, c'est une variable qui est importante pour ce genre d'exercice et de réflexion stratégique. Le deuxième point important est celui relatif à l'erreur de détachement, parce que cette vision a été organisée au sommet, même si elle a sollicité une remontée d'informations, et parce que cette vision repose sur une distinction formelle entre élaboration et mise en œuvre. La démarche stratégique peut générer facilement des objectifs qui peuvent être déconnectés des capacités stratégiques. Ce point me semble important au niveau de la réussite du déploiement de ce nouveau modèle de développement. Et puis le dernier point, il est lié, je dirais, à la formalisation en elle-même, parce que la vision telle qu'elle est proposée utilise des méthodes de prévision sophistiquées, et cette formalisation du process de réflexion dans ce nouveau modèle de développement entraîne une utilisation excessive des données chiffrées qui certes rassure les responsables, mais tend à limiter l'intérêt porté aux données qui sont qualitatives. Et comme le montrent de nombreuses études, ces données sont souvent plus pertinentes et intègrent beaucoup mieux les facteurs de contingence. Voilà. Il y a un autre frein, celui des procédures. Et comme ça nous amène à la seconde partie de cette émission, en l'occurrence les procédures administratives. On le sait, ça revient souvent dans la presse à travers des témoignages de chefs d'entreprise par rapport aux procédures administratives, par rapport à la lenteur, par rapport à certaines procédures qui sont tout simplement obsolètes aujourd'hui et qui retardent, freinent même l'élan d'entreprendre. J'évoquerai avec vous à présent le rôle de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, l'OMPIC. Est-ce qu'on peut réellement parler d'un véritable hub centralisé et qui peut-il réellement jouer ce rôle-là? Déjà, on ne peut que se réjouir, je dirais, des lois relatives à la dématérialisation de la création d'entreprises. Cette demande est revenue depuis longtemps, depuis une dizaine d'années, et franchement, nous sommes contents de voir l'implémentation progressive de cette mesure, et j'espère que cela commencera dans les prochains mois. À terme, la voie électronique sera l'unique guichet pour créer une entreprise et apporter aussi des modifications. Et tous les documents y afférents devront également être déposés via une plateforme électronique qui est gérée par l'OMPIC. Et c'est cet office qui sera désormais le guichet unique pour centraliser l'ensemble des démarches administratives. On ambitionne d'arriver à un délai de création d'entreprise, je dirais, en 3 heures, et c'est une bonne chose. Les comptables agréés, les experts comptables, les notaires et les avocats auront la main pour intervenir via la plateforme. Ils sont habilités à créer des entreprises via la plateforme électronique sans procuration, sauf pour les modifications ultérieures et qui nécessitent un mandat du dirigeant de l'entreprise. Le dépôt des documents, certificats négatifs, statuts, etc., en format papier auprès des administrations concernées ne sera plus obligatoire. Tout se fera par voie électronique. Et le décret qui vient d'être publié a établi justement la liste des documents à joindre à la déclaration de création d'entreprise. Ce décret entre en vigueur 3 mois à compter de la date de sa publication, soit le 3 septembre 2021. Et j'espère qu'il va apporter une réelle valeur ajoutée à la simplification de la démarche de création d'entreprise. Et quel serait le recours en cas de blocage administratif injustifié? Moi, je pense que avant d'arriver au recours, il faut plutôt travailler plutôt à la simplification des procédures, travailler à la formation aussi des ressources humaines qui sont concernés par cela. Je rappelle en fait que on dispose maintenant d'un pack de 3 lois en fait qui sont très importantes. Une première loi concerne la création d'entreprises par voie électronique. La deuxième loi, qui est liée à la première, elle concerne l'immatriculation en ligne au registre de commerce, une formalité auparavant effectuée au niveau des centres régionaux d'investissement et qui est désormais
je dirais, à la charge d'Olympique via la plateforme d'inscription, je dirais, au registre de commerce. Et c'est cet organisme qui va gérer le registre central de commerce. Il faut que, je dirais, accompagner un petit peu la mise en place ou l'implémentation de ces lois par la formation, la sensibilisation et surtout une assistance adéquate par les centres d'appel avec une décentralisation qui permet aux services régionaux de résoudre avec célérité les éventuels problèmes qui peuvent surgir au niveau de l'utilisation de la plateforme, aussi bien par les professionnels que par les porteurs de projets quand ils souhaitent de le faire eux-mêmes. Il faudrait bien préciser, parce qu'on parle de création en ligne, mais en fait la plateforme va gérer aussi les modifications Absolument. sociétaires qui peuvent être nécessaires. Elles vont se faire aussi via la plateforme. Et la loi prévoit la création d'une commission qui va assurer le suivi et la coordination des créations d'entreprises via la plateforme. Cette commission est présidée par le représentant du ministère de l'Industrie et du Commerce. Elle sera notamment composée d'autres administrations, l'OMPIC, l'administration des impôts et autres. À ce titre, je déplore l'absence, je dirais, de représentation des professionnels, et notamment les comptables agréés, experts comptables, notaires et avocats, alors qu'ils sont des partenaires stratégiques dans l'implémentation et la réussite de ce chantier stratégique. Il y a aussi ce code de la propriété intellectuelle, il en est où? Qui devrait normalement intégrer les réglementations nationales afférentes aux droits de la propriété intellectuelle. Ça, c'est un autre chantier. Je pense qu'il est sur la bonne voie. Et là aussi, c'est important. C'est important non pas seulement de le publier et de le marketer encore une fois, mais il faut surtout réussir à le vulgariser à travers notamment les représentations professionnelles, que ce soit les antennes régionales de la CGM ou les chambres de commerce, pour un meilleur usage et surtout pour faire comprendre et sensibiliser les opérateurs par rapport à l'intérêt que représente la propriété, je dirais, industrielle ou commerciale. La domiciliation d'entreprise, Mohamed Rajdi Yaqoubi, donc une loi qui a été publiée au bulletin officiel. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre concrètement de ce texte? La domiciliation d'entreprise est importante. Elle est aussi liée à tous ces points que je viens de développer. Parce que le démarrage de l'entreprise reste tributaire de la disponibilité du local, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Et la domiciliation comme solution provisoire ou pérenne même dans certains cas est enfin réglementée. Elle est réglementée par la loi. Et cette loi réglera aussi un casse-tête auquel les créateurs étaient souvent confrontés, à savoir l'absence de cadre réglementaire. Outre la reconnaissance officielle de l'activité, le gouvernement a enfin trouvé aussi, il faut le dire, une parade pour régler le problème de la solidarité fiscale. Celle-ci avait constitué pendant plusieurs années la pierre d'achoppement de la réforme, et le contenu des articles relatifs à la responsabilité constitue une grande avancée de manière à sécuriser aussi les domiciliants, les professionnels. Il faut rappeler que dans le monde, si vous regardez ce qui se passe dans les places financières, les zones offshore, vous pouvez retrouver du fiduciaire qui héberge, qui domicilie des fois 3 000 ou 4 000 entreprises dans un même bureau. Et regardez le levier important de promotion de la création d'entreprises via justement la domiciliation. Et je me réjouis que maintenant on a compris le rôle de la domiciliation en tant qu'outil, en tant que levier de promotion de la création d'entreprises. Et il faut dire que le projet de loi prévoit des dispositions que les domiciliants professionnels doivent respecter pour éviter la responsabilité ou je dirais la solidarité fiscale. Et tant mieux, c'est ce qui va encourager encore plus, je dirais, la domiciliation et qui va nous permettre de créer plus d'entreprises et de créer plus de valeur. Un dernier mot sur la stratégie de restructuration pour la TPME. Est-elle suffisante pour la relance, selon vous, Mohamed Rajdi Yaqoubi? Oui, c'est important parce qu'il faut dire que le rôle des grandes entreprises est important, certes, mais l'essentiel de la croissance économique se fait
se fait par la TPE et la PME. Et le Maroc intègre un tissu économique qui, je dirais, composé essentiellement de ce genre d'entreprise. Il faudrait qu'on arrive à trouver les bons outils d'accompagnement, tant sur le plan fiscal, sur le plan économique, sur le plan, je dirais, des sources de financement, sur le plan des facilitations administratives, d'autant plus que nous sommes dans une économie qui devient une économie de plus en plus tertiaire, parce que ce sont les services qui prédominent quand on regarde leur participation à la formation du PIB. Et il faudrait, je dirais, encourager les TPE, trouver, je dirais, des formules de financement qui sont adaptées. Je pense que le contexte pandémique maintenant nous a poussé à baisser les taux d'intérêt, à trouver des formules qui sont de plus en plus adaptées, je dirais, à ce genre d'entreprise. Il faudrait pousser les banques à jouer le jeu aussi pour davantage encourager ce genre d'entreprise qui créent de l'emploi, qui font preuve aussi, je dirais, de valeur ajoutée en termes je dirais, de participation à la croissance économique, en termes de création d'emplois, en termes d'innovation. Et regardez ce qui se passe dans d'autres pays où vraiment, je dirais, les TPE sont soutenus et appuyés d'une façon très significative. Il faudrait qu'on s'en inspire je dirais, utilisant les meilleures pratiques qui sont utilisées par d'autres pays, notamment des pays au même niveau de développement que le Maroc. Et notamment sur le volet d'économie sociale. Comment justement adapter cette fiscalité à cette branche-là? Parce que c'est une branche d'entrepreneuriat aussi, ne l'oublions pas. Oui, moi je pense que les deux points sont liés. Encore une fois, quand on parle de TPE, d'économie sociale, d'activité économique de proximité, il faudrait non seulement, il y a le volet fiscal dont on avait parlé tout à l'heure, mais une bonne partie des opérateurs dans je dirais, cette catégorie d'entreprises opèrent pour l'instant dans l'informel. Il faut travailler à les intégrer de plus en plus parce que de toute façon, c'est dans notre intérêt, dans l'intérêt de l'économie marocaine de les faire participer à la croissance économique, à la création d'emplois. Et ceci permettra aussi de mettre en place plus de concurrence loyale et éviter surtout la concurrence déloyale qui s'exerce par l'informel qui est organisé et qui a une certaine taille et qui peut priver non seulement le trésor d'un manque à gagner qui est important, mais il prive aussi les employés de protection sociale, il pose des problèmes aussi de sécurité, de santé publique. Et nous avons tous intérêt à aller dans ce sens-là. Je pense que ces catégories d'opérateurs, il faudrait travailler sur la carotte sociale pour, je dirais, les attirer davantage vers le secteur formel. Et pour les catégories qui sont d'une certaine taille et qui peuvent nuire aussi à d'autres entreprises qui travaillent d'une façon normale, qui assument leurs responsabilités sur le plan social, fiscal et autres. Des fois, il faut aussi user des moyens qui sont répressifs, pourquoi pas, pour l'application de la loi. C'est un moyen aussi qui poussera ce genre d'entreprise aussi à intégrer le secteur formel. Parce qu'il ne faut pas l'oublier aussi, vous avez un nombre important d'entreprises qui vont plutôt jouer le rôle de passagers clandestins en essayant de profiter de régimes fiscaux préférentiels tels que la CPU, tels que l'auto-entrepreneur, alors que ce sont des entreprises qui normalement n'y ont pas droit. Et il faudrait chercher aussi des outils adaptés pour éviter cette fuite vers ce genre de régime préférentiel. Et ça aussi, c'est une sorte aussi d'informalité qui existe. Il faudrait lutter contre cette informalité parce que le manque à gagner peut être important aussi pour le Trésor. Merci Mohamed Eraji Yacoubi, président du Cercle des fiscalistes du Maroc. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. C'est moi qui vous remercie, Madame Ihsan. Voilà, c'est la fin de Questions Écho. Très bonne soirée.